Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Grand témoignage, pour moi la zone est un refuge et un remède. Lina Kostenko, entretien réalisé par Galia Ackerman. Lina Vassilievna, vous souvenez-vous de l'atmosphère à Kiev après la catastrophe? Comment pourrais-je l'oublier? Le 27 avril 1986 était un dimanche. Il faisait très beau. Aussi mon mari et moi avions décidé de partir faire un tour à la campagne en voiture, mais dès que nous avons rejoint la route, nous avons vu des bouchons énormes, du jamais vu en temps normal. Les gens étaient désorientés car les premières rumeurs commençaient à circuler, mais personne ne savait où aller ni quoi faire. C'était la panique, et on bloquait les routes. De nombreux moyens de transport avaient été envoyés à Tchernobyl, mais personne ne savait rien. Le surlendemain, une de mes connaissances a sonné à notre porte. J'ai ouvert et l'ai invitée à entrer, mais elle m'a dit « Je ne peux pas, je viens de la rue ». Elle est restée sur le seuil, et cela m'a effrayée. C'était une femme très joyeuse, mais là, elle semblait bouleversée. C'est elle qui nous a appris que le 4e réacteur avait explosé. J'ai regardé mon mari, sommes-nous condamnés? La nouvelle nous a plongés dans un état d'abattement. La radiation ne mord pas, on ne la voit pas, mais nous sentions que nous allions mourir. 3 jours plus tard, malgré le danger, les autorités ont organisé un énorme cortège à Kiev pour le 1er mai. Elles ont obligé non seulement des adultes, mais aussi des enfants à y participer, à défiler dans les rues sans la moindre protection. Alors que certains cadres dirigeants avaient immédiatement évacué leurs propres enfants. Naturellement, je voulais que mes enfants partent. Nous sommes allés à la gare, des foules attaquaient les guichets. Mon Dieu, comment décrire cette pagaille? On a même vu des scènes atroces, des handicapés renversés dans la cohue. Quand les gens paniquent et courent, ils perdent leur humanité. Je me souviens d'une femme qui portait un petit enfant dans les bras, sa tête entièrement enfouie dans un sac en plastique. C'était apocalyptique. À Moscou, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Pour éloigner nos enfants de Kiev, nous nous sommes rendus à la maison de repos pour écrivains de Maléïevka, aux environs de Moscou. Les écrivains moscovites y faisaient la fête. Tout le monde se saoulait. Et quand nous avons essayé de raconter ce qui venait de se passer à Tchernobyl, ils nous ont traités de panicards. J'ai senti que notre malheur ne les touchait pas. Quelques jours plus tard, nous avons été obligés de rentrer. Il fallait bien que mon fils ait son bac. À Kiev, l'atmosphère était lourde. On lavait les immeubles aux tuyaux d'arrosage et des torrents d'eau coulaient dans les rues, vides. On n'entendait que l'eau ruisseler. J'avais toujours l'impression d'une mort proche. Des jours horribles. J'ai alors décidé de me ressaisir et de cesser d'avoir peur. Comment a commencé votre engagement, ou pourrait-on dire, votre passion pour Tchernobyl? Au début, beaucoup de journalistes allaient dans la zone et décrivaient ce qu'ils voyaient, mais l'intérêt s'est assez rapidement éteint, on s'est habitué. Et moi, cela me travaillait. Que se passe-t-il là-bas à Tchernobyl? Une tragédie shakespearienne qui se produisait en douceur, invisible. Au sein du Soviet suprême de l'Ukraine, il y avait un comité pour les affaires culturelles et spirituelles. Il était dirigé par un écrivain qui avait peu à voir avec la culture. Je me suis adressé à ce comité pour qu'on me donne l'autorisation d'aller dans la zone de Tchernobyl. Après plusieurs tentatives, le comité a intercédé en ma faveur. Il l'a formulé en des termes franchement humoristiques. L'écrivaine Lina Kostenko sollicite l'autorisation de visiter la zone de Tchernobyl. Le comité insiste pour qu'elle reçoive cette autorisation, car elle est une écrivaine ukrainienne et mérite d'obtenir le droit de se déplacer dans la zone. Il ne s'agissait ni des Seychelles ni des Maldives où partent en vacances nos dirigeants, mais de la zone. Ayant obtenu cet étrange privilège, j'y suis allée, à plusieurs reprises, en 1990 à 1991. J'étais toute seule, et je ne comprenais pas grand-chose. Officiellement, j'allais visiter la zone dans le cadre des liens avec la société, un truc typiquement soviétique. À l'époque, le responsable des liens dans la zone était un homme gentil entouré d'une petite équipe. En faisait notamment partie Sacha Karasev, qui sillonnait en camion les villages que certains habitants n'avaient pas quittés, pour leur distribuer l'aide humanitaire.
Lorsque j'ai rencontré les membres de cette équipe pour la première fois, je leur ai dit « Je ne veux pas vous déranger, permettez-moi seulement de visiter tous les villages. Je n'ai pas besoin de voiture. » Je ne savais pas que cette zone interdite faisait près de 2600 km² et que les villages étaient disséminés à des distances importantes les uns des autres. On ne m'a donc pas laissé partir seul. On a mis à ma disposition une voiture et un guide, le petit-fils du poète Maxime Rilski. Avant de le rencontrer, je craignais que le KGB l'envoie pour m'espionner, mais mes craintes se sont dissipées dès que je l'ai vu au point de contrôle d'Itayatki à l'entrée de la zone. C'était un homme de belle allure, avec une mèche de cheveux gris et une écharpe flottante au vent, un descendant de la vieille noblesse. La direction de la zone m'a beaucoup aidé. Il y avait une grave pénurie d'essence, mais l'un des responsables a ordonné de pomper de l'essence dans d'autres voitures pour faire le plein de la Volga qui m'avait été attribuée, et de me conduire partout où je voulais. Parfois, nous nous perdions dans des endroits dépourvus de panneaux. C'est ainsi que j'ai visité plusieurs villages morts, où il était officiellement interdit de se rendre. Avez-vous également pu visiter le célèbre site secret d'Ouga, l'autre nom de Tchernobyl 2 ? Oui. En principe, l'accès en était interdit, mais j'ai quand même pu y pénétrer, avec un réalisateur et un caméraman qui d'ailleurs n'ont rien tourné là-bas, car ils n'en avaient pas le droit. Lorsque nous sommes arrivés à Tchernobyl 2, par une route étroite, après avoir traversé d'épaisses forêts, nous avons d'abord vu une guérite et une clôture comme dans un camp de concentration, figure 1. Il n'y avait là qu'un gardien en maillot de marin. Il avait ordre de ne laisser entrer personne. Mais je me suis fait passer pour une femme simplement curieuse, inoffensive. Je me suis même adressée à lui en russe pour qu'il baisse la garde. Paradoxalement, en Ukraine, la langue est un moyen d'aliénation plutôt qu'un moyen de communication. Si vous vous mettez à parler ukrainien, les gens pensent que vous êtes nationaliste. Tout près de l'entrée, derrière la clôture, se dressait une gigantesque antenne, un enchevêtrement de métal très impressionnant, figure 2, et à l'entrée un sapin décoré. Un écrivain doit être psychologue, j'ai donc dit au gardien « Oh, vous avez un sapin. Vous avez fêté Noël ?» Et le gardien m'a raconté qu'il avait passé les fêtes tout seul, avec des sangliers et des chevreuils pour unique compagnie. Et puis, il m'a invité à entrer. Ce gardien m'a d'abord montré les bâtiments où habitaient les militaires et leurs familles, les magasins, le club et le stand de tir où ils s'entraînaient. Une vraie petite ville secrète. Puis nous sommes entrés dans le bâtiment de commande, à côté de l'antenne, et là, lorsque les militaires sont partis, ils ont démonté et emporté tout ce qu'ils pouvaient, car certains appareils, dont de grands ordinateurs, renfermaient des métaux non ferreux. Les débris de ces appareils gisaient par terre. Le désordre était indescriptible. Ne subsistaient que quelques affichettes accrochées au mur, par-ci par-là. Des règlements et des listes du personnel. Tout le reste avait été évacué ou pillé. Y êtes-vous revenu ? Sous Koutchma, une rumeur s'est répandue selon laquelle Tchernobyl 2 était gardé par des soldats russes. J'ai décidé de vérifier. À l'entrée, une plaque annonçait que c'était le domaine de l'Académie des sciences. Je ne sais pas ce qu'on y étudiait, étant donné qu'il n'y avait plus rien. Le gardien en maillot de marin n'était plus là, mais une corde reliait deux poteaux et du linge y séchait. Finalement, un gars est venu et je lui ai demandé directement « Est-ce vrai que des troupes russes gardent ce site ?» Cette question l'a terriblement énervé. « Qu'est-ce que vous allez inventer ?» a-t-il hurlé. Mon ami est allé à Moscou, où on lui a offert une chapka à l'aigle bicéphale. J'ai alors proposé que cet ami à la chapka se joigne à nous. Il l'a appelé et un homme de petite taille s'est approché. Il portait en effet une chapka avec un insigne russe et l'aigle bicéphale. La présence russe se limitait à cela. Cependant, ces deux individus avaient l'air de bandits. J'avais l'impression qu'ils se moquaient de savoir qui servir. C'est ce même type d'homme qui a pris le contrôle de Donetsk et de Louhansk en 2014. Comment avez-vous fait la connaissance de Rostislav Omeliashko ? C'est une histoire dramatique. Comme je vous l'ai dit, je suis d'abord allé seul dans la zone. Ensuite, je m'y suis rendu avec une équipe de tournage. Eux, ils tournaient et moi, j'étudiais. Omeliashko travaillait alors au ministère de Tchernobyl. Aujourd'hui,
Il s'agit du ministère des situations d'urgence qui s'occupe de choses très différentes. Tchernobyl, personnes déplacées, incendies, inondations. Mais il arrive également qu'on leur demande d'attraper un chat qui est monté dans un arbre sans plus pouvoir en descendre. Or, le ministère de Tchernobyl s'occupait, lui, entièrement de cette catastrophe et de ses conséquences, c'était sérieux. Au sein de ce ministère, il y avait une petite section qui s'appelait expédition historico-culturelle. Elle étudiait les aspects humanitaires et ethnographiques de la zone. Ils étaient 3 au début, puis il n'en est resté que 2, Omeliashko et un collègue. Mais je ne les connaissais pas à l'époque. Je vais vous raconter les circonstances de notre rencontre. En 1993, plusieurs incendies se sont produits dans la zone. D'après la rumeur, ces incendies étaient d'origine criminelle, mais on n'a jamais trouvé de coupable. C'était terrifiant. Le ciel au-dessus de la zone était en feu. À peine liquidait-on un incendie qu'un autre se déclenchait. Cette année-là, j'y allais tous les jours pour le tournage d'un documentaire, Tchernobyl, un repas funéraire, dont j'ai signé le scénario, et que Roland Serienko a réalisé avec le caméraman Alexandre Radinsky. Ce film, qui retrace l'histoire de la ville très ancienne de Tchernobyl, est sorti à la fin de la même année. Soit dit en passant, Serienko est un homme héroïque qui a fait plusieurs films sur Tchernobyl. Il était là-bas dès les premiers jours du désastre et a notamment filmé du toit du réacteur, sur le bloc numéro 3, l'endroit le plus dangereux pendant les travaux de liquidation. Nous étions très amis. Aujourd'hui, il vit à Moscou et son petit-fils a trouvé la mort pendant la prise d'otage de Nord-Ost. Après le tournage, je suis allé à Lviv, où l'on m'avait invité à une conférence internationale. J'y ai présenté une communication dans laquelle j'insistais sur la nécessité de créer une expédition historico-culturelle. J'affirmais notamment que la zone interdite devrait s'appeler zone de tragédie nationale, et que l'on ne pouvait désigner les autochtones par le terme Samosioli. Les Samosioli sont des gens qui viennent d'ailleurs. Ce texte a été publié, et il a eu une certaine influence. Lorsque je suis revenu à Tchernobyl, des gens sont venus à ma rencontre à l'église pour me remercier. Maintenant on nous envoie nos retraites ici. Vous avez eu raison de dire que nous sommes originaires de ces lieux, et qu'il faut nous aider. Comme officiellement, ils avaient été relogés, ils devaient toucher leur retraite à leur nouvelle adresse et ceux qui étaient rentrés chez eux étaient pénalisés. J'ai pu aider un peu ces gens. Je reviens maintenant à Omeliashko. Après ma communication à Lviv, un homme très énervé et visiblement démoralisé est venu me voir. Comment pouvez-vous parler de la nécessité de créer une expédition historico-culturelle alors que ma section a lancé ce projet il y a quelques années ? Jusque très récemment, on ne nous donnait pas de moyens pour y aller. C'était Omeliashko. Il avait vraiment l'air de me haïr de toute son âme tourmentée. Il m'a dit : « À présent nous pouvons enfin partir en expédition, venez avec nous et vous verrez comment nous travaillons. » J'ai accepté. À vrai dire, Rostislav m'a d'abord déplu, mais j'ai vite commencé à apprécier son dévouement. Il voulait sauver l'héritage culturel de Polésie. Cette expédition était pluridisciplinaire. Y participaient des historiens, des ethnographes, des muséographes, des céramistes, des archivistes, etc. Moi, j'ai travaillé sur les archives de la zone. Dans des conditions extrêmes, on devient soudé comme une famille. Parfois, nous faisions des trouvailles extraordinaires. Je me souviens d'avoir déniché un objet dans une école détruite du village de Krasno, où tout était recouvert d'une épaisse couche de feuilles mortes. Je le traîne et demande ce que c'est à l'adjoint d'Omeliashko, violoniste et employé d'un musée. Il propose qu'on le montre à Rostislav. En fait, c'était un objet rituel très ancien qui faisait partie de l'autel de l'église, et en avait été extrait par des soldats liquidateurs. Ils l'avaient utilisé comme une planche pour manger dessus. L'objet a été décontaminé et le lendemain, on me l'a montré, recouvert de gaz, une splendeur. Pendant nos séjours dans la zone, j'ai également beaucoup appris des membres de l'expédition. Chacun partageait son savoir avec les autres. Peu à peu, nous avons commencé à nous apprécier, Omeliashko et moi. Nous sommes devenus des amis proches, inséparables. Pour paraphraser un proverbe bien connu, de la haine à l'amour il n'y a qu'un pas. Je l'ai vu récemment. Une trentaine de personnes travaillent pour lui et son fonds d'objets tchernobylien compte 47 000 pièces.
Mais il a toujours du mal à exposer ses trésors, sinon dans un petit musée de la ville de Tchernobyl qui est encore très sommairement aménagé. Rostislav est un visionnaire et un rêveur, figure. 3. Il a d'emblée souhaité recueillir le maximum d'informations et d'objets de la vie quotidienne des populations de Polésie. Son expédition a amassé suffisamment de matière pour publier plusieurs livres sur cette culture unique, ses rites et coutumes, ses dialectes. Il voulait construire un tableau entier à partir de tous ces éléments, comme avec les pièces d'un puzzle. Ses collaborateurs ont fait un travail énorme. Il a toujours espéré pouvoir ouvrir un musée, mais cela a été un long combat, une longue course d'obstacles. Au début, il avait juste assez de moyens pour organiser les expéditions, puis il a créé un centre scientifique et a publié plusieurs volumes consacrés aux dialectes de Polésie, aux rites anciens, etc. Un musée a besoin d'un espace et de financement à long terme. Il ne les a jamais obtenus. Omeliashko a eu le plus grand mal à conserver ces objets. Ils sont disséminés un peu partout, et la location est payante. En plus, tout le monde a peur des radiations. À Pripyat, il y a un centre de décontamination, mais certains objets sont impossibles à nettoyer et nous avons dû nous débarrasser d'une partie de nos trouvailles. Par exemple, il était interdit de faire sortir de Tchernobyl les objets en bois. Omeliashko a finalement inventé une nouvelle méthode de décontamination. Nous travaillions dans l'ancien cinéma de la ville de Tchernobyl, où l'on avait entreposé des centaines de nos objets, figure. 4. Que nos hommes nettoyaient avec des brosses à dents, même de grosses barques anciennes sculptées. Ces barques ressortaient toutes propres. Mais ensuite, il fallait bien garder ces objets quelque part, et les éventuels bailleurs à Kiev étaient très réticents. Est-ce si difficile d'obtenir un lieu dans la banlieue de Kiev par exemple? On a dû changer de lieu à plusieurs reprises. Lorsque Viktor Yushchenko était président, je pouvais m'adresser directement à lui. Il est venu nous voir pendant le travail de l'expédition, et était très admiratif de notre dévouement et des objets que nous avions trouvés. Il a ordonné maintes fois à ses subordonnés de nous aider, notamment à trouver des locaux, mais l'administration de Kiev sabotait ses ordres. Par exemple, Omeliashko a trouvé une école désaffectée où il a fait de gros travaux pour y installer son centre et un musée, mais c'est finalement la police qui a obtenu les droits d'occuper ce bâtiment. Ensuite, il a trouvé une ancienne caserne, mais il n'a pu l'occuper que 2 ou 3 ans. Les problèmes continuent. Pourtant, cet homme très malade va toujours à Tchernobyl. Il a constitué une nouvelle équipe qui part en expédition. Ce sont des gens remarquables, mais ils travaillent dans des conditions difficiles. Au sein de l'ancienne équipe, 4 personnes sont déjà décédées. L'expédition travaillait-elle essentiellement dans la zone interdite? Non, bien sûr. L'aire de la zone s'élargit, bien que les officiels n'aiment pas le mentionner. Au début, c'était 2600 km², mais aujourd'hui, il faut y ajouter des territoires dans les districts Polissky, Narodnensky, Olevsky. Là aussi, il y a beaucoup de villages morts. Notre expédition a exploré le district Olevsky. On y voit des villages florissants, en particulier Listevin, et juste à côté des villages morts. Nous avons travaillé dans 19 villages morts de ce district. D'ailleurs, l'ambassade suisse a parrainé le district Olevsky. Nous avons sélectionné 3 villages dynamiques, et les Suisses y ont apporté des ordinateurs, des imprimantes et d'autres équipements techniques pour que les jeunes travaillent au lieu de passer leur temps en discothèque. Ils ont également construit un jardin d'enfants, une salle de sport, ont créé un atelier de théâtre et un musée local épatant. Quel paradoxe, côte à côte, un village florissant et un village mort, envahi par les serpents et les ronces. Ce voisinage est terrible. Qu'est-ce que signifie ce travail pour vous? Pourquoi teniez-vous tellement à participer aux expéditions? C'est une nécessité intérieure, mon destin d'écrivain et mon destin personnel. Vous connaissez notre hymne, l'Ukraine n'est pas encore morte. C'est notre histoire. On a si souvent essayé de tuer l'Ukraine, mais elle n'est pas encore morte. Cet hymne est plein d'énergie. Or la zone, c'est l'Ukraine qui est morte, qui a été assassinée. On ne parlera pas des causes. Il faut simplement constater ce fait. Une grande et belle partie de l'Ukraine est morte. Une terre avec ses habitants. En France, il y a des Bretons, des Bourguignons, des Normands, etc. Ce sont des ethnies qui ensemble forment la nation. Chez nous,
L'ethnie qui peuplait la Polésie a péri, et ceux qui restent en vie ont été relogés et ne peuvent s'intégrer dans un nouveau milieu. Lorsqu'une mère est malade, on ne l'aime pas moins. Au contraire, on a plus de tendresse, on veut l'aider. Pour moi, ce n'est pas la zone, c'est l'Ukraine qui est souffrante, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour préserver au maximum cette région unique, préserver la mémoire. C'est pour cette raison que j'ai commencé à y aller régulièrement. Il y a encore autre chose. À l'époque soviétique, on pouvait vivre sans destin. Si tu écris des poèmes sur le Parti communiste, si tu fais carrière, si tu entres à l'Union des écrivains, tu seras publié, choyé, tu recevras des primes et des prix, et ton destin est tout tracé. Mais je n'y accordais pas le moindre intérêt. Je me suis battue. On nous appelait la génération du dégel khrouchtchevin, et ces gens m'étaient proches. Lorsque l'Ukraine est devenue un État indépendant, je me suis demandé que faire. Devenir député? Vivre une vie ordinaire? Or, un écrivain doit avoir un destin, et ceci est le mien. Dans l'Ukraine indépendante, je suis parti pour la zone interdite. Dans un sens, c'était une émigration, car je pressentais à quel problème mon pays allait être confronté. En 1993, j'ai publié un recueil de poèmes écrits en 1991 à 1992, dans lequel j'écrivais que l'Ukraine était précipitée vers l'abîme. J'évoquais le néo-cynisme montant et l'indépendance décorative. J'ai refusé de participer à cela, mais je n'ai pas pour autant eu envie de quitter mon pays. Je suis donc allé dans la zone de Tchernobyl. C'est une excellente façon d'émigrer, et avec ces gens remarquables autour de moi, nous avons vécu une vie à part entière. Je sais que je n'ai pas vécu ces années en vain, même si ma santé en a pâti. Mais ce n'est rien. Combien de temps avez-vous participé aux expéditions? Activement, une bonne quinzaine d'années. Un peu moins après la mort de mon époux, sa disparition m'a terrassé. Après la dernière révolution, le Maïdan, Dieu a décidé que je devais tomber malade, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital puis en convalescence. Mais je suis toujours attiré par la zone, j'aimerais y revenir, elle me manque terriblement. On a quand même l'impression que grâce aux expéditions organisées par Omeliashko et aux travaux qui sont menés entre les expéditions, on connaît maintenant la Polésie, ses contes, ses métiers, sa vie quotidienne, ses outils, ses broderies et j'en passe, mieux que n'importe quelle autre région de l'Ukraine. C'est paradoxal. À quelque chose malheur est bon. Ce que vous dites est vrai. Ces études sont très complètes et tout cela est désormais publié. Il est seulement dommage que quelques hommes et femmes enthousiastes, très cultivés et compétents, soient morts avant l'heure. Vous vous occupiez des archives de la zone. De quel genre d'archives s'agit-il? Lorsque la catastrophe s'est produite, les autorités ont vidé tous les documents administratifs officiels des kolkhozes, des organes du parti, pour que personne ne découvre leurs petits secrets. N'est resté que ce qui ne représentait aucun intérêt pour le pouvoir, mais qui, moi, m'intéressait vivement car il s'agit d'une histoire vivante. Ce sont des documents de toutes sortes, surtout des documents personnels, des albums de photos, des lettres. Je vais vous raconter une histoire. Nous nous trouvions dans le village de Zalicia, en hiver. Les fenêtres d'une maison étaient cassées et les portes ouvertes. Sur le plancher étaient éparpillées des photos des anciens habitants. Elles étaient couvertes d'une fine couche de glace que je faisais fondre en les chauffant de mes mains. À un moment j'ai pensé, qu'est-ce que je suis en train de faire? Suis-je folle? Non, ce n'était pas de la folie. J'essayais de ressusciter ces gens, pour en garder le souvenir. Nous avons rassemblé les photos et plus tard, Omeliashko a fait une exposition des meilleures d'entre elles. Au cinéma de Tchernobyl, nos gars ont nettoyé une table avec des brosses à dents, ils m'ont trouvé une lampe de bureau et c'est là que j'ai travaillé. À propos, j'ai toujours travaillé gratuitement au sein de l'expédition car ainsi je me sentais libre. J'ai dit à Omeliashko, vous avez des spécialistes dans tous les domaines, des historiens, des ethnographes, etc. C'est normal qu'ils perçoivent un salaire et pas moi. Mais si je publie quelque chose que j'ai écrit et que je touche des honoraires, là c'est autre chose. À l'époque, certaines personnes s'enrichissaient grâce à la zone. Les uns volaient du métal, d'autres du bois, mais un écrivain se doit de rester libre et de ne rien avoir sur la conscience. Ah, ces photos et ces lettres. Ce sont autant d'histoires. Un jeune homme qui écrit à sa bien-aimée cette belle phrase.
nous nous tenions les mains sous la grande ours, t'en souviens-tu? Je suis également tombé sur des histoires tragiques. Dans les archives du soviet d'un village, j'ai trouvé une lettre dénonçant un vieil homme dénommé Anton qui n'avait pas fini de payer sa facture d'électricité. Elle était signée de ses voisins, cela lui a coûté la vie. Ou le document d'une unité militaire. Le rapport du secrétaire de la cellule du parti à Tchernobyl. Cette unité était stationnée à Rozhitche et s'occupait de l'enfouissement des déchets radioactifs. Le dit secrétaire écrit: notre unité a rempli les objectifs du plan à 120%, mais nous manquons de moyens techniques car on nous a envoyé 36 camions, dont seuls 9 sont en état de marche. Je me suis adressé au communiste Tabakov pour qu'il nous livre des pièces détachées, et lui, en état d'ébriété, nous a répondu qu'il n'y en avait pas. Or, pendant les travaux de liquidation, on n'avait pas d'autre moyen de transport que les camions pour évacuer les malades. Je me souviens également d'un autre document. Le communiste X ordonne qu'on enfouisse du graphite radioactif à tel endroit. Et le communiste y ordonne d'enfouir ce même graphite à un autre endroit. Confronté à ces ordres contradictoires, le soldat Z, ne sachant pas où transporter le graphite en question, l'enterre sous des buissons n'importe où. Et aussi un témoignage du quotidien des liquidateurs dans la zone. Le communiste Kotov est arrivé avec un camion rempli de vodka, nous nous sommes tous saoulés. Kotov a été renvoyé. Étiez-vous dans la zone pendant l'incendie du village de Tovstili? Bien entendu. Il y a eu un incendie là-bas en 1996, à peu près au moment où l'on commémorait le 10e anniversaire de Tchernobyl. La direction locale n'a pas pu nous donner de voiture, car elle devait accueillir les délégations étrangères. Le long de la route qui menait de Tchernobyl au sarcophage, on a déposé des arrosoirs et des pelles aux manches vernies, car les représentants étrangers avaient l'intention d'y planter des arbres. J'ai baptisé cette route l'artère de l'âme morte. Nous ne voulions pas participer à ces commémorations, nous avions du travail. Après l'incendie, il ne restait à Tovstili que le bâtiment de l'école, l'infirmerie où j'ai pu récupérer des documents très intéressants, l'église fortement endommagée, et la statue du soldat vainqueur sur un piédestal tenant un fusil automatique. Devant le club local qui avait brûlé, nous avons découvert un buste de Lénine en plâtre blanc, avec un graffiti sur le socle, tous les Ukrainiens en Sibérie. Mais il n'y avait plus là aucun Ukrainien, c'était un village mort. L'église de Tovstili était très ancienne, elle avait été construite en 1760, tout en bois, sans un seul clou. Nous avions un architecte parmi nous. Omeliashko lui a demandé de noter toutes les informations sur ce monument historique. De prendre ses dimensions, faire des croquis et des dessins, des photos, pour qu'on puisse le restaurer un jour. L'architecte et quelques autres ont travaillé plusieurs soirs dans cette église, malgré le taux de radiation très élevé. Moi aussi j'y ai apporté mon obol. Affublé d'un masque que je détestais et que j'utilisais le moins possible, j'ai parcouru l'église équipé d'un magnétophone pour dicter et enregistrer tout ce que je voyais. On peut dire que nous avons en quelque sorte conservé cette merveille de l'architecture pour la postérité. Cela fait longtemps que vous ne visitez plus la zone. Quelle image en gardez-vous? La zone n'est pas quelque chose de statique. Chaque fois que j'y allais, je la trouvais changée. Lorsque j'y suis allé pour la première fois, la rue Richna, celle qui longeait la rivière à Tchernobyl, existait encore. La fois suivante, elle n'existait plus. Au début, il y avait 55 habitants dans le village de Loubianka. On ne les voyait pas car le village est vaste, et les maisons sont éparpillées. Derrière la digue vivaient plusieurs vieilles femmes. Elles s'asseyaient en rang, se prenaient le bras et se balançaient en chantant « Quand je mourrai mon fils, enterre-moi », une vieille chanson dans un dialecte proche du russe. Elles aimaient beaucoup que nous buvions l'eau de leur puits. Pour elles, c'était une preuve. Si des citadins buvaient leur eau et que rien ne leur arrivait, elles aussi allaient survivre. L'une de ces vieilles nous guettait près de la route. Ce n'était pas parce qu'on leur apportait du pain, simplement nous étions des gens qui nous intéressions à eux. Aujourd'hui, une grande partie de Loubianka a brûlé et il n'y reste qu'une seule femme. Nous y passions tous les ans et chaque année, la zone se dépeuplait davantage, figure. 5. À Loubianka vivait un homme de 48 ans dont la femme s'appelait Maria. Lorsque je me suis approché pour la première fois de leur maison,
une cigogne a marché vers moi sur un sentier couvert de ronces. Elle se sentait chez elle. Après j'ai vu cette femme qui tirait d'un traîneau chargé, elle avait l'air très fatiguée. Nous avons longuement discuté et elle m'a fait une proposition. Pourquoi irais-tu à Kiev? Regarde, on a de belles maisons ici. Prends celle-ci, je te garantis que tu n'auras pas de problème, sa propriétaire est décédée. Quelques années plus tard, on est allé là-bas, toute notre expédition. Je leur ai dit, les gars, je ne peux vous inviter dans ma datcha, nous allons déjeuner dans notre car. Certains ont compris que je plaisantais, d'autres pensaient que j'avais vraiment une datcha dans la zone. Un jour, je leur ai suggéré d'aller à ma datcha pour voir à quoi elle ressemblait. Nous sommes entrés dans la cour, des mauves étaient en fleurs, mais dès que j'ai eu posé mon pied sur une marche du perron, il s'est écroulé. Le bois avait pourri. À l'intérieur, le plafond risquait de s'effondrer. Et toutes les maisons sont comme ça, il est dangereux d'y entrer, figure. 6. Une autre fois encore, j'ai amené une équipe de télévision chez Maria et son mari. Une maison bien entretenue, un potager superbe. Le mari nous a longuement expliqué qu'il avait tout organisé, et sa femme, soigneuse de sa personne, nous souriait sans arrêt. C'était la Pâque orthodoxe, et nous étions venus les bras chargés de cadeaux. Je voulais également filmer une femme plus âgée, Nastia. Elle avait promis de me montrer les endroits où elle ramassait des champignons dans la forêt. Mais quelques jours plus tôt, un malheur s'était abattu sur elle. Cette zone est criminogène, des bandits en cavale y trouvent facilement des cachettes. Alors qu'elle venait de toucher sa pension de retraite, 2 bandits l'avaient attaquée chez elle. Ils lui avaient frappé la tête avec un tuyau de fer et l'avaient enfermée avant de prendre la fuite. Quand elle a repris connaissance, elle a réussi à sortir par la fenêtre pour se rendre chez Maria. De là-bas, elles ont téléphoné à la police, mais les bandits ont réussi à s'échapper. Nous avons filmé Nastia, la tête blessée, racontant son agression. La fin de cette histoire est sordide. 1 an plus tard, le mari de Maria, un homme qui semblait plutôt gai et travailleur, a tué Nastia, sans qu'on sache pourquoi. On l'a retrouvée et arrêtée, et Maria a quitté les lieux. Finalement, il n'est resté qu'une vieille dans ce village. À Opachichi, il n'y avait qu'une seule petite fille. Son père avait travaillé à la centrale, et l'enfant était né retardé. Lorsque Sacha Karasev est allé à l'étranger, des associations lui ont donné plein de cadeaux pour les victimes de Tchernobyl, des bodies d'enfants, des petits pulls, des jouets. Or, il n'y a que des vieux là-bas. La fillette a reçu un jouet et elle courait dans le village en criant « Je ne le donnerai à personne ». Des vieilles assises sur des bancs dans la rue, tenant des peluches européennes, un spectacle morbide. Une étoile rouge est fixée sur la porte des maisons où habitent les vétérans de la guerre. Le vieux Roman avait sauvé un Français résistant, qui essayait de le convaincre de s'installer en Provence. Mais Roman voulait rentrer dans sa Polésie. Quand on a évacué les habitants après l'accident, Roman n'est pas parti. Il s'est caché sur l'autre rive avec sa vache, Cerisette. Ils sont restés là-bas quelques jours, puis sont revenus. Il nous montrait sa vache en lui disant « N'aie pas peur Cerisette, ces gens sont des nôtres. » Quel destin, il aurait pu vivre en Provence. Peu à peu, la zone se transforme en un lieu touristique. Et on a l'impression que la mémoire de cette catastrophe humaine et industrielle n'est pas bien préservée, malgré les nombreux monuments de style soviétique. Finalement, la plupart des touristes viennent y chercher des sensations fortes. Les gens ne se souviennent de rien et c'est horrible. Lors des anniversaires de Tchernobyl, on ne sait plus si c'est une commémoration ou une célébration. Lorsque Tovstili était en train de brûler, notre vice-premier ministre chargé des questions humanitaires a annoncé sur un ton optimiste « Tchernobyl, là où a eu lieu la catastrophe, renaîtra de ses cendres comme un phénix, je vous le promets. » Mais aucun phénix n'est apparu. Ce discours m'a sidéré. Contrairement aux visiteurs officiels ou aux touristes curieux, nous on tournait, on travaillait. Vous savez, le mot Tchernobyl signifie armoise. Mais il s'agit d'une variété spécifique de la famille des astéracées, l'armoise noire très haute qui possède des vertus médicinales. Autrefois, on en faisait des teintures. Si l'on avait mal aux articulations, on faisait macérer cette plante et on appliquait des compresses imbibées de cette solution. Une teinture de Tchernobyl mélangée à du vin blanc était un remède contre la tuberculose,
et pour améliorer la mémoire. Pour moi, la zone elle-même est un refuge et un remède. Vous étiez scénariste et avez participé au tournage de plusieurs films. Peut-on les voir aujourd'hui? Les films qu'on a tournés avec Roland Serienko sont diffusés à la télévision ukrainienne chaque année, pendant les jours de la commémoration, les 26 et 27 avril. On montre également l'heure de Tchernobyl, de Leonid Moujouk. Quant au film de notre expédition, il se trouve au centre d'Omeliashko. Il y a des kilomètres de pellicule. Notre caméraman allait partout, caméra à l'épaule, et filmait tout. Je suppose que vous avez utilisé vos notes et tous ces documents d'archives pour écrire sur Tchernobyl. La zone de Tchernobyl vous fournit de telles images que cela se transforme en littérature. Or je suis allé sur place depuis le début ou presque, de sorte que j'ai vu et entendu tant de choses. Et ces choses concernent non seulement la catastrophe de Tchernobyl, mais aussi le passé plus ancien de cette ville millénaire. Ainsi, en 1992, j'ai rencontré Anastasia Semyonovna qui, à l'âge de 6 ans, avait vu des corps de juifs exterminés à Tchernobyl par les Allemands. Elle a vu, à travers une fente dans une clôture, une jeune femme qui gisait assassinée, portant sur ses épaules un châle avec l'inscription « L'usine Kroupskaya à 20 ans ». L'un de ses bras enlaçait un garçon et l'autre un deuxième, tout mort. Figure 7. À Tchernobyl, après la guerre, on a construit une école littéralement sur le cimetière juif, figure 8. Or, les tragédies ne se produisent jamais par hasard. C'est une punition divine. Comment pouvait-on construire une école au cimetière? On y déterrait des crânes au bulldozer. Et la synagogue? Le bâtiment est très endommagé. On y avait installé un bureau de recrutement soviétique, avec des étoiles et des chars peints sur les murs. À l'intérieur, tout a été saccagé, même les radiateurs ont été arrachés. J'ai été frappé par le silence absolu qui y régnait. Seule une hirondelle y faisait des allers-retours comme un pendule. J'ai aimé dessiner dans mon enfance. J'ai même étudié l'aquarelle dans un atelier, mais c'est l'écriture qui a pris le dessus. J'absorbe d'énormes quantités d'informations, et après j'écris. Je vais bientôt publier mes carnets de Tchernobyl. Ils contiennent des moments qui m'ont beaucoup tourmenté. Nous avons filmé l'incendie de Tovstili. On voyait des casseroles encore fumantes dans des fours alors que les maisons avaient déjà brûlé. Nous avons filmé à Zalicia 2 sœurs qui chantaient un chant funéraire dans la maison vide de leur mère. Ce sont des images inoubliables, comme chez Dovienko dans ses films de l'après-guerre. Mais c'était en temps de paix, non de guerre. Aviez-vous peur d'être irradié? C'est surtout ma fille Oksana qui avait peur pour moi. Quand on travaille là-bas, on s'habitue à ce danger invisible. Parfois j'en rapportais sur mes chaussures, mais il suffisait de les laver. Si on allait près de la centrale, je servais moi-même d'indicateur de radiation. Sur le chemin qui menait de la centrale à Tovstili, je me mettais à tousser, ce qui est à coup sûr un signe de radioactivité. Quand on dépassait Tovstili, la toux cessait. Quelle tâche vous semble essentielle pour l'expédition? Qu'est-ce qui reste à accomplir? Dans la zone, il y a des croix et des villages morts, mais tout y est couvert de ronces et on ne peut plus rien trouver. Il faut créer une carte indiquant les itinéraires, les sentiers qui mènent vers les tombes. C'est notre devoir envers les proches de ceux qui sont enterrés là-bas. Certaines tombes ne pourront plus jamais être visitées, comme celle de Kopachi car ce village a été rasé et enterré. On a exterminé toute une ethnie, les habitants de la Polésie. Ce sont des pages infiniment tristes de notre histoire et il faut trouver les mots pour en parler. On ne peut pas porter infiniment le poids de la rétrospection sur ses propres épaules. Il n'y a pas d'autre solution que de lui donner une voix. On ne peut plus continuer à souffrir en silence. Lina Kostenko est une poétesse d'un immense talent de la génération des années 1960, Shizdesyatniki. Interdite de publication en raison de son engagement aux côtés des dissidents, elle continue à composer et certains de ses écrits ne voient le jour qu'après la chute de l'URSS. Auteur d'une vingtaine de recueils, sa poésie d'une beauté singulière se distingue par un contraste entre la douceur et la puissance des sentiments de ses poèmes lyriques, et la véhémence de ses œuvres sur des sujets historiques avec en toile de fond l'Ukraine et son combat pour la liberté. Dans sa poésie comme dans sa prose, dans sa parole comme dans son mutisme, elle ne cesse de s'interroger sur le destin de l'Ukraine, les raisons de ses échecs et le prix de ses victoires.
Touchée par la catastrophe de Tchernobyl, elle effectue de nombreuses expéditions ethnographiques dans la région de Polésie, dont elle redoute la disparition. Ses rares prises de parole prouvent qu'elle n'a jamais perdu son regard critique sur la société ukrainienne, ni son courage d'opinion. Ses silences, passés et présents, ne font que renforcer son aura et concentrer la lumière sur sa poésie. On lui doit notamment Promina Zemeli 1957, Les rayons de la terre, Mandrivki Serka 1961, Les pérégrinations du cœur, Berestechko Libit 1999, Berestechko, Giakintov Sons Libit 2010, Le soleil des jacinthes, Rika Geraklita Libit 2011, La rivière des apostrophes, Héraclite, Zapiski Ukrainskogo Samasetsgo à Baba Gala Maaga 2010, Les notes d'un funambule ukrainien. Figure 1. La clôture et la guérite à l'entrée de Tchernobyl 2. Aujourd'hui, cette guérite est laissée à l'abandon et le contrôle se fait à la grande porte d'entrée. Après une brève période où les visites ont été autorisées, dans les années 2010, le site est de nouveau fermé pour des questions de sécurité. L'énorme radar n'a jamais été désactivé. Toutes les photos de cet article sont de Galia Ackerman. Figure 2. L'antenne du radar Douga. La longueur de 2 tronçons, près de 750 mètres, et la hauteur, 150 mètres pour la partie haute et 100 mètres pour la partie basse. Figure 3. Rostislav Omeliashko, à gauche, avec un collaborateur. Ils tiennent des couronnes de fleurs destinées aux mariés, que l'expédition a découvertes dans un village abandonné. Figure 4. L'ancien cinéma de la ville de Tchernobyl, reconverti en entrepôt pour les objets de l'expédition d'Omeliashko. Figure 5. L'une des dernières habitantes du village de Parichev, Maria Urupa, 2016. Figure 6. Lina Kostenko dans un village abandonné de la zone. 2005. Figure 7. La fosse où avaient été fusillés les Juifs de Tchernobyl et de ses environs est recouverte de béton, et la stèle rappelle ce massacre. Figure 8. Le vieux cimetière juif de Tchernobyl dont il ne reste que quelques tombes. Première partie de Mayak à Tchernobyl, l'histoire et le vécu. Des leçons jamais apprises, le combinat chimique Mayak et ses accidents. Nadejda Koutepova. Introduction. En octobre 1957, le journal de province Tcheliabinsky-Rabochyi, l'ouvrier de Tcheliabinsk, a publié un article, Une aurore boréale au-dessus de l'Oural. Ses auteurs, des spécialistes des phénomènes naturels de l'Université de l'Oural du Sud, débattaient sérieusement de l'origine de ce miracle, jamais observé auparavant dans la région. Ces scientifiques ne pouvaient même pas imaginer que la raison de l'anomalie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.